Femme noire interdite d'embarquer en première classe, jusqu'à ce qu'elle passe un appel qui paralyse toute la compagnie aérienne. On dit qu'un seul appel peut tout changer. Et pour Amara Daniels, une femme noire ambitieuse, confiante et farouchement déterminée, cet appel a transformé une humiliation en un coup de tonnerre de justice qui a secoué une compagnie aérienne jusque dans ses fondations. Le personnel hautain de Skylink Airlines ne savait pas que refuser à Amara sa place légitime en première classe allait déclencher une tempête qui révélerait la corruption depuis le tarmac jusqu'au bureau exécutif. PDG, avocats puissants et même les médias nationaux allaient se retrouver entraînés dans ce tourbillon. Accrochez-vous, car ce voyage ne sera pas de tout repos. Ce matin-là, Amara se réveilla avec la sensation claire que ce jour marquerait un tournant dans sa vie. Bien avant que le soleil ne se lève sur la silhouette de New York, elle était déjà prête, douchée, habillée, marchant nerveusement dans son appartement chaleureux de Manhattan. La ville qui ne dort jamais bourdonnait derrière ses fenêtres. Le bruit matinal lui rappelait la force intérieure qui nourrissait chacune de ses ambitions. Amara était chef de projet senior dans une entreprise tech en plein essor, récemment mise à l'honneur dans le New York Times. Elle avait l'habitude d'être la seule femme noire dans la salle de réunion. Mais loin de la décourager, cela avait affûté sa détermination. Ce vol pour Los Angeles était soigneusement planifié, des réunions importantes avec des investisseurs, une alliance stratégique avec une start-up, et peut-être même une apparition dans un podcast tech. Ce n'était pas juste un voyage d'affaires, c'était un pas de plus vers une scène plus grande. Pour être à la hauteur de l'occasion, elle avait réservé un billet en première classe avec Skylink Airlines, une compagnie qu'elle utilisait depuis des années sans le moindre souci. Cette fois encore, elle avait réservé directement sur leur site, confirmé sa place et utilisé ses miles fidélité accumulés à force de voyage pour faire le surclassement. Amara connaissait les façons subtiles dont on pouvait la sous-estimer. Mais elle se tenait droite, un M78 de présence royale, les yeux vifs et assurés. Certains la trouvaient intimidante. Mais elle savait que ce n'était qu'une réaction à son refus de se faire petite. Elle avait appris très tôt à ne jamais baisser les yeux, grâce à son père avocat des droits civiques qui l'avait armé de 3 principes. Sois fière. Sois prête. Et n'aie jamais peur de défendre ce qui est juste. Ce jour-là, elle n'avait aucune idée qu'elle allait être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Elle jeta un dernier regard à son téléphone. 5h45 du matin, vol à 9h à l'aéroport JFK. Elle appela un chauffeur privé, vérifia pour la 3e fois son portefeuille, son passeport, et tira sa valise jusqu'à la berline noire qui l'attendait. En arrivant à l'aéroport, elle rejoignit la foule de voyageurs à moitié endormis. Elle était arrivée avec 2 heures d'avance, largement suffisant pour passer le contrôle. L'un des avantages de la première classe, c'est la file rapide. Elle se dirigea vers le comptoir premium de Skylink Airlines avec son bagage cabine et sa housse à vêtements. « Bonjour », lança-t-elle poliment à l'agente dont le badge indiquait Carla, en posant son passeport et son reçu de billet. « Je voyage en première classe pour Los Angeles. » Carla jeta à peine un coup d'œil au document. Sa lenteur, son regard désapprobateur, tout chez elle donnait un sentiment de mépris à peine dissimulé. Amara reconnut ce comportement. Mais elle garda son sourire, refusant de tirer des conclusions hâtives. « C'est bien votre billet ?» demanda Carla en arquant un sourcil. « Je ne vous trouve pas dans la liste des passagers première classe. » Un doute traversa l'esprit d'Amara, mais elle garda son calme. Elle fit glisser son téléphone vers elle. « Voici l'email de confirmation. J'ai fait la mise à niveau il y a 2 semaines. Siège 2A. » Carla saisit le téléphone, ses ongles longs frappant l'écran avec irritation. « C'est étrange, » murmura-t-elle, sans même essayer de cacher son scepticisme. Elle tapota rapidement son clavier. Les secondes paraissaient interminables. Finalement, elle secoua la tête. « Je vois un billet en classe économique pour Amara Daniels, siège 28C. » Amara sentit la tension monter, mais elle garda sa voix posée. « Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas correct. J'ai utilisé mes miles pour la première classe. J'ai reçu la confirmation pour le siège 2A. » Carla soupira. « Désolé, mademoiselle Daniels, mais notre système ne montre rien. Vous pouvez embarquer en 28C, sinon il n'y a plus de place en première classe. » Amara sortit à nouveau l'email de confirmation officielle. Elle le tendit. « Regardez par vous-même. » C'est écrit noir sur blanc. Skylink Airlines, première classe confirmée, siège 2A. Ce n'est pas une erreur de ma part. Le visage de Carla se durcit.
Madame, je ne peux rien faire. Si vous avez un problème, contactez un superviseur ou le service client. Amara sentit l'indignation lui brûler la gorge. Elle avait toujours été une cliente fidèle. Des années de voyage, des milliers de dollars dépensés. Et voilà qu'on l'écartait sans ménagement. Elle inspira profondément. Souvenir de son père en tête. Alors, dans ce cas, appelez-moi un superviseur, s'il vous plaît. Carla leva les yeux au ciel, décrocha le téléphone. Superviseur au comptoir, s'il vous plaît, dit-elle sèchement, avant de poser un regard glacial sur Amara. Quand le superviseur, un homme nommé Harold, arriva, Amara comprit qu'elle était déjà vue comme le problème. D'un ton agacé, il demanda « Quel est le souci ? J'ai fait une mise à niveau en première classe. J'ai la confirmation. Mais on me dit que je dois m'asseoir en économie. Je veux que ce soit réglé. » Harold jeta un regard à Carla. « Tu as bien vérifié ? » »« Oui, » répondit-elle en haussant les épaules. « Le système montre juste un billet éco. » Harold tapa le nom d'Amara. Son visage se crispa en lisant l'écran. « Je vois le siège 28C, rien d'autre. Vous pouvez prendre ce siège, ou alors on vous reprogramme sur un vol plus tard. Mais on n'a plus de place en première classe sur celui-ci. » Amara serra son téléphone. « Mais cette place est la mienne. J'ai tout en preuve. C'est votre système qui bug, pas ma réservation. » Le regard de Harold se vida d'intérêt. « Je suis désolé de l'inconvénient, » dit-il d'un ton robotique. « Les erreurs, ça arrive. On peut vous faire embarquer en classe éco maintenant, et revoir les détails plus tard. » Pour Amara, ce n'était plus une histoire de siège. C'était une question de respect. Respect de son temps, de son argent, de sa dignité. Elle fixa Carla, puis Harold. Ils étaient beaucoup trop à l'aise à l'idée de l'écarter comme si de rien n'était. « Est-ce qu'il est possible que ma place ait été donnée à quelqu'un d'autre ?» demanda-t-elle. Un court échange de regards eut lieu entre les deux employés. Rapide, mais suffisant pour éveiller les soupçons. « Absolument pas, » répondit Harold un peu trop vite. « On est juste en sous-effectif, et le système a des ratés. Ça arrive. C'est ça ou un autre vol plus tard. » Amara sentit qu'elle entrait dans une zone qu'aucune confirmation de mail ne pouvait résoudre. Mais ce qu'elle allait faire ensuite allait tout changer. « Mademoiselle Daniels, » commença James d'un ton faussement jovial, « je suis James, directeur adjoint des opérations. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter nos excuses pour les désagréments rencontrés. J'ai bien compris que vous aviez une réservation en première classe qui, selon vous, n'a pas été respectée. » Amara serra la mâchoire. « Je ne le pense pas, j'en ai la preuve écrite, » répondit-elle fermement en lui tendant son téléphone. James hocha la tête, feignant l'empathie, mais elle percevait le manque de sincérité derrière son masque professionnel. « Je comprends. Cependant, la réalité est que le siège 2 est déjà occupé par un autre passager, un certain monsieur Greenfield, qui a enregistré sa présence il y a une vingtaine de minutes. Le vol est complet en première classe. » Amara sentit une boule de colère se former dans sa gorge. « Donc vous me dites que malgré une réservation confirmée, mon siège a été attribué à quelqu'un d'autre, sans explication valable ? Et vous pensez que je vais simplement accepter ça ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. James resta silencieux un instant, puis adopta un ton plus conciliant. « Je ne minimise en rien votre situation, croyez-moi. Ce genre d'incident n'est pas censé arriver. Ce que je peux faire, c'est vous proposer un remboursement partiel et un avoir pour un prochain vol en première classe. » Amara le fixa, incrédule. « Vous me proposez un bon de réduction, comme si j'avais commandé une pizza froide ? Ce n'est pas une erreur logistique ici, c'est une injustice, une forme de favoritisme institutionnalisé. Ce monsieur Greenfield, est-ce un cadre de la compagnie ? Un proche de la direction ? Tout cela est bien trop commode. » James baissa légèrement le regard, mal à l'aise. « Je n'ai pas l'autorisation de divulguer des informations sur les passagers, » dit-il prudemment. Amara inspira profondément pour contenir sa colère. « Très bien. Alors sachez que j'ai contacté mon avocate et qu'une journaliste d'un grand média est déjà au courant de la situation. Je suis prête à aller jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour toutes les personnes qui, comme moi, sont traitées comme des citoyens de seconde zone alors qu'elles ont payé le prix fort. » James se raidit,
visiblement pris de court par la tournure que prenaient les événements. Je vais voir ce que je peux faire. Donnez-moi quelques minutes. Il s'éloigna, parlant rapidement dans son talkie-walkie. Amara, elle, reste à droite, les yeux fixés sur le vide, mais l'esprit en feu. Elle repensait aux mots de son père. Le silence face à l'injustice, c'est de la complicité. Elle savait qu'elle ne quitterait pas cet aéroport en silence. Quelques instants plus tard, James revint, accompagné d'un homme en costume sombre, au badge discret, directeur régional opérations passagers. « Bonjour mademoiselle Daniels », dit-il avec un sérieux inhabituel. « Je suis Thomas Landry. On m'a expliqué la situation et je tiens à vous présenter nos excuses les plus sincères. Après vérification approfondie, il semble que votre siège ait effectivement été réassigné de manière injustifiée. » Amara croisa les bras. « Et donc, vous allez me le rendre ?» Thomas hésita. Malheureusement, le vol est en phase d'embarquement final et M. Greenfield est déjà installé. Toutefois, nous prenons cette affaire très au sérieux. Une enquête interne sera ouverte, et nous nous engageons à vous dédommager intégralement, avec un surclassement garanti sur votre prochain voyage et un accès à notre service client prioritaire. Mais pour Amara, le mal était fait. Ce n'était pas qu'une question de confort, mais une question de dignité. « Je vous remercie », dit-elle avec froideur. « Mais croyez-moi, ce n'est que le début. Il est temps que votre compagnie revoie ses priorités. » Elle tourna les talons, sa décision prise. Elle n'allait pas monter dans cet avion. Elle allait transformer cette injustice en quelque chose de plus grand. Car parfois, ne pas embarquer, c'est choisir de s'élever autrement. Trade, ce qui m'est arrivé aujourd'hui avec Skylink Airlines. 1. J'étais confirmé en première classe, siège 2A sur le vol 172 à destination de Los Angeles. C'était une journée importante pour moi, avec des réunions clés et un passage en direct sur un podcast très suivi. 2. À la porte d'embarquement, j'ai découvert que mon siège avait été réattribué sans avertissement. L'agent au comptoir, Carla, m'a répondu avec condescendance et un commentaire déplacé. Vous, les gens, pensez toujours que tout vous est dû. 3. J'ai demandé des explications. On m'a offert un siège en classe économique ou un vol pour le lendemain. Quand j'ai refusé, on m'a interdit l'accès au vol. 4. Ce n'est pas juste une erreur de réservation. C'est une atteinte à ma dignité. Et je commence à comprendre que ce n'est pas un incident isolé. Elle ajouta les captures d'écran de sa réservation, une photo floue de la porte d'embarquement et la référence de sa plainte. En quelques minutes, son tweet commença à recevoir des likes, des partages, des commentaires indignés. Un message privé arriva peu après. C'était un avocat spécialisé dans les litiges de discrimination en transport aérien. « Bonjour Amara. J'ai vu votre thread. Ce que vous avez vécu est inacceptable. Si vous êtes prête, je peux vous aider à porter cette affaire plus loin. » Puis un autre message, cette fois d'un producteur de télévision. « Votre histoire mérite une plateforme. Seriez-vous prête à venir en parler en direct cette semaine ?» Amara sentit son cœur battre plus fort. Elle était fatiguée, vidée, mais aussi portée par une force qu'elle connaissait bien, la colère transformatrice. Celle qui, quand elle est canalisée, fait bouger des montagnes. Elle se leva, alla se regarder dans le miroir et murmura, presque pour elle-même. « Papa, tu avais raison. Ma voix compte. Et ils vont l'entendre. » Expérience avec notre compagnie, dit la voix grave et parfaitement maîtrisée à l'autre bout du fil. « Je tiens à vous présenter nos excuses personnelles pour ce que vous avez vécu. Ce n'est pas représentatif des valeurs de Skylink. » Amara ne répondit pas tout de suite. Elle laissa le silence s'installer, pesant le poids des mots soigneusement choisis de Richard Manning. Elle savait que ce n'était pas une conversation sincère, mais une manœuvre. Elle avait les preuves. Et maintenant, il le savait. « Vous appelez pour vous excuser ou pour me faire taire ?» demanda-t-elle, la voix calme mais chargée de tension. Un soupir discret se fit entendre. « Nous voulons comprendre ce qui s'est passé et trouver une solution constructive. Peut-être pourrions-nous organiser une rencontre en personne ? Nous sommes prêts à être transparents avec vous. » Transparents ? Comme vous l'avez été avec les employés qui ont essayé de dénoncer ce système. Elle marqua une pause, son regard rivé à l'écran où les mailles confidentielles brillaient encore. « J'ai des documents, Monsieur Manning. Des preuves concrètes de pratiques discriminatoires et préférentielles au sein de votre compagnie.
Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est celle de centaines d'autres personnes que vous avez fait taire. Richard garda son calme, mais sa voix se durcit légèrement. Je comprends que vous soyez en colère. Mais publier des documents internes peut avoir des conséquences légales. Pour vous comme pour nous. Est-ce une menace? Répondit Amara sèchement. Non, dit-il rapidement. Un constat. Nous préférons la coopération à la confrontation. Nous vous proposons une rencontre avec nos avocats, accompagnés de votre conseillère légale, bien sûr. Nous sommes prêts à discuter d'un plan de réforme, d'un audit indépendant et d'une reconnaissance officielle de vos préoccupations. Amara sentit une part d'elle vaciller. C'était une ouverture. Peut-être même une victoire partielle. Elle ne pouvait pas se précipiter. J'en parlerai avec mon avocate, dit-elle. Et si nous acceptons une rencontre, elle se fera avec des observateurs tiers. Des représentants des droits civiques. Et rien ne se décidera en coulisses. Entendu, dit Richard. Nous reviendrons vers vous rapidement. La ligne se coupa. Amara resta figée un instant, le souffle court, la réalité de ce qu'elle déclenchait s'imposant à elle. Ce combat n'était plus seulement personnel. Il était devenu symbolique. Quelques heures plus tard, #JusticeForAmara était en trending. Des journaux nationaux s'étaient saisis de l'affaire. Une enquête officielle de la FAA fut annoncée dans un communiqué de presse. Et Amara reçut une invitation pour une interview télévisée avec un des plus grands talk-shows du pays. Mais ce n'était que le début. Souhaites-tu que je continue avec la suite, où l'affaire prend une dimension encore plus médiatique et judiciaire? Expérience avec notre compagnie aérienne. J'aimerais vous inviter personnellement à une réunion dans nos locaux pour discuter d'une solution. Êtes-vous disponible cette semaine? Amara se força à parler calmement. Monsieur Manning, jusqu'à hier encore, votre équipe juridique tentait de conclure un arrangement. Et maintenant, vous m'invitez dans vos bureaux? Voilà un revirement étonnant. Puis-je vous demander ce qui a changé? Un silence. Eh bien, mademoiselle Daniels, nous avons appris que vous avez fait certaines déclarations sur les réseaux sociaux. Nous préférerions clarifier tout malentendu directement avec vous. Les lèvres d'Amara se crispèrent. Des malentendus, vraiment? Je n'en doute pas, répondit-elle en entendant son cœur battre dans ses oreilles. J'y réfléchirai. En attendant, toute autre communication devra passer par mon avocate. Elle mit fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Un sentiment de satisfaction froide l'envahit. Elle n'était plus seulement Amara Daniels, une passagère lésée. Elle était désormais Amara Daniels, armée de preuves, d'alliés et d'une tribune. Skylink n'avait aucune idée de la tempête qui s'abattait sur eux. 2 jours plus tard, Amara se tenait dans le vaste hall du siège social de Skylink Airlines, en plein centre de Manhattan. De grandes baies vitrées couvraient toute la façade, reflétant les rues animées en contrebas. À l'intérieur, les sols en marbre et le design moderne dégageaient une impression de pouvoir et de prestige. Amara portait son blazer le plus élégant, flanqué de Kayla d'un côté, et d'un représentant d'un groupe de défense des droits civiques avec lequel elle avait récemment pris contact. Un agent de sécurité les escorta jusqu'à une vaste salle de conférence au 25e étage. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville. Assis à une grande table ovale se trouvaient 3 dirigeants de Skylink, Richard Manning, qu'Amara reconnut à sa voix, une avocate au visage fermé nommée Teresa Hill, et une directrice des ressources humaines qu'Amara ne connaissait pas. Mademoiselle Daniels, dit Richard Manning en se levant pour lui serrer la main, un sourire forcé aux lèvres. Merci d'être venu. Nous apprécions le temps que vous nous accordez et l'opportunité de répondre à vos préoccupations. Kayla s'avança, ignorant sa main tendue. Kayla Johnson, conseillère juridique de Mademoiselle Daniels. Merci pour l'invitation, mais allons droit au but. Nous avons la preuve que le siège de Mademoiselle Daniels a été délibérément réassigné pour un VIP. Et nous avons des raisons de croire que ce n'est pas un cas isolé. Une explication? Le masque de Richard vacilla brièvement. Teresa, il prit rapidement la parole. Nous menons notre propre enquête interne. Pour l'instant, nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer la véracité de ces accusations. Kayla fit glisser un dossier sur la table, révélant les documents fournis par un lanceur d'alerte. Ces documents pourraient peut-être aider votre enquête. Les yeux de Teresa parcoururent les pages,
sa mâchoire se crispant. Elle força un sourire. Je vois. Ces documents méritent effectivement un examen approfondi. Richard remua sur sa chaise. La directrice RH, une femme nommée Patricia, se pencha en avant, les mains jointes. Nous aimerions trouver une solution mutuellement satisfaisante, dit-elle d'un ton conciliant. Si des erreurs ont été commises, nous voulons les réparer. La satisfaction de nos clients est notre priorité. Amara fixa Patricia, luttant contre l'envie de rire. La satisfaction client? J'ai été humilié devant d'autres passagers. On m'a dit que mon siège n'existait pas alors que j'avais une preuve claire, et j'ai subi des propos offensants de la part d'un agent d'embarquement. Vous croyez qu'une vague promesse de satisfaction client suffira? Les joues de Patricia rougirent. Nous sommes prêts à offrir une compensation financière, ainsi qu'un mea culpa officiel. Et peut-être un statut amélioré dans notre programme de fidélité, si mademoiselle Daniels accepte de retirer ses accusations sur les réseaux sociaux. Le représentant des droits civiques secoua la tête. Incroyable. C'est bien plus grave qu'Amara. Vous ciblez systématiquement les passagers issus de minorités au profit de VIP. C'est contraire à l'éthique et probablement illégal, surtout s'il y a discrimination dans le choix des passagers déplacés. Teresa, il intervint. Nous enquêterons bien sûr sur cet aspect. Mais la corrélation n'est pas une preuve. Sans preuve concrète que la race a joué un rôle, vos accusations ne tiendront pas légalement. Soyons raisonnables, cela peut se résoudre discrètement. Amara sentit la colère lui nouer l'estomac. J'ai plus que suffisamment de preuves d'un schéma récurrent. Skylink peut tourner ça comme il veut, mais le public est déjà de mon côté. Et si vous pensez que je suis la seule, regardez les réseaux sociaux, d'autres témoignages affluent. Kayla ajouta. Votre meilleure option, c'est d'assumer, de revoir vos pratiques internes et de présenter des excuses publiques. Toute tentative de faire taire mademoiselle Daniels ne ferait qu'aggraver votre cas. Richard hésita, jeta un regard à Teresa, qui acquiesça subtilement. D'accord, dit-il en soupirant. Nous sommes prêts à rédiger un communiqué reconnaissant les réassignations de sièges et à mettre fin à cette politique. Nous présenterons aussi des excuses personnelles à mademoiselle Daniels. En retour, nous demandons que mademoiselle Daniels reconnaisse que l'aspect discriminatoire n'a pas été formellement prouvé. Amara sentit la rage l'envahir. Formulons les choses clairement. J'ai été écarté, humilié, remplacé par une amie d'un cadre de votre compagnie. Ce n'est pas un glitch aléatoire. C'est un schéma. Teresa ouvrit sa mallette et en sortit des documents. Voici les conditions que nous proposons, dit-elle en les glissant sur la table. Lisez-les avec votre avocate, notez vos objections, et nous pourrons finaliser rapidement. Kayla parcourut les pages, les sourcils froncés. Amara la regarda, submergée par une tornade d'émotions. La satisfaction de voir Skylink acculé, le dégoût de leur tentative pour minimiser sa douleur, et l'incertitude sur jusqu'où elle était prête à aller. Après quelques minutes tendues, Kayla posa les documents. C'est entièrement biaisé en faveur de Skylink. Vous demandez à Amara de retirer publiquement toute allégation de racisme. C'est inacceptable, dit Teresa en pinçant les lèvres. Nous essayons de protéger notre entreprise contre des allégations infondées. La politique de remplacement, bien que défectueuse, ne constitue pas nécessairement du racisme. La représentante des droits civiques se racla la gorge. Si Amara signe un NDA, accord de non-divulgation, vous enterrez l'affaire, et elle continue de se reproduire. Voilà la vraie raison de votre argent du silence. Cachez combien de fois cela est arrivé à des passagers issus des minorités. Les yeux de Richard brillèrent. Nous apprécierions un ton respectueux dans cette discussion. Ne lançons pas d'accusations sans fondement. Amara se pencha en avant. Ces accusations ne sont pas sans fondement. Nous avons des mémos internes. Nous avons des témoignages. Les gens parlent. C'est bien plus grand que moi. Patricia, la directrice des ressources humaines, déglutit nerveusement. Nous comprenons votre position. Que faudrait-il pour parvenir à un accord? Kayla et Amara échangèrent un regard. Finalement, Kayla prit la parole, sa voix ferme. Excuses publiques. Dédommagement financier à la hauteur du préjudice subi. Un plan transparent pour éliminer le système de remplacement ou faire appliquer des directives strictes contre la discrimination. Et aucune clause de silence imposée à Amara.
Elle est libre de dire sa vérité. Teresa fronça les sourcils. C'est une demande énorme. Kayla haussa les épaules. Alors nous nous verrons au tribunal. Et le public suivra chaque détail. Un silence tendu envahit la salle. Finalement, Richard parla, chaque mot pesé. Nous allons examiner vos demandes et vous recontacter. En attendant, mademoiselle Daniels, nous vous demandons de ne pas publier de déclarations inflammatoires en ligne. Amara esquissa un sourire en coin. Je m'abstiendrai de fausses déclarations, monsieur Manning. Tout le reste est permis. Sur ces mots, elle se leva, rassembla ses affaires. Kayla et la représentante des droits civiques la suivirent. Elles quittèrent la salle de conférence, laissant les dirigeants rabasourdis. Dans l'ascenseur, Amara ferma les yeux. L'épuisement se mêlait à un sentiment d'accomplissement. Elles avaient affronté la haute direction de Skylink, refusé de se taire et exigé la justice. C'est pour toutes les personnes qui ont déjà été traitées comme des moins que rien, pensa Amara. Ce n'est que le début. Dans la semaine qui suivit, le scandale prit de l'ampleur. De nombreux médias publièrent des enquêtes avec des interviews de passagers ayant vécu des expériences similaires. Des lanceurs d'alerte continuèrent de révéler des documents montrant que les décisions de remplacement étaient parfois influencées par le statut social perçu, les minorités étant souvent lésées. Face à l'indignation publique et à des appels à une enquête officielle, la valeur boursière de Skylink s'effondra. Amara tenta de garder son calme, mais elle fut submergée de demandes des médias, de mises à jour juridiques et de harcèlement en ligne par des trolls l'accusant de vouloir détruire une entreprise américaine. Elle s'appuya fortement sur Kayla pour le soutien juridique, ainsi que sur sa famille et ses amis pour le soutien émotionnel. Un rebondissement inattendu survint lorsqu'un investisseur majeur poursuivit Skylink en justice, accusant la compagnie de malversation ayant fait chuter sa valeur. Cela déclencha une panique chez les actionnaires, et des rumeurs circulèrent sur la démission imminente du PDG et de plusieurs cadres supérieurs. Bien qu'Amara ait trouvé un certain apaisement, les conséquences pour la direction de Skylink ne faisaient que commencer. Peu après le règlement, plusieurs poursuites judiciaires, y compris des actions collectives, furent lancées contre la compagnie. Des amendes massives furent infligées pour pratiques contraires à l'éthique et potentielle violation des droits civiques. La presse annonça que M. Greenfield, le cadre qui avait pris la place d'Amara, avait été licencié pour abus de pouvoir. Carla, l'agente d'embarquement qui avait humilié Amara, fut renvoyée après qu'une enquête interne ait révélé plusieurs plaintes pour comportements discriminatoires. Harold et James, les superviseurs qui avaient tenté d'étouffer l'affaire, auraient démissionné. Leur nom étant associé au scandale, ils devinrent pratiquement inemployables dans le secteur aérien. Dans l'industrie aérienne au sens large, d'autres compagnies prirent note du scandale Skylink. Sous pression, elles commencèrent à réviser leur politique de surclassement, certaines annonçant publiquement des changements en faveur de la transparence et de l'équité. Pour Amara, voir ses dominos tomber était irréel. Elle était entrée dans cette bataille comme une simple passagère et en était sortie comme le catalyseur d'une réforme à l'échelle d'une industrie. La justice avait été rapide et implacable, prouvant que l'arrogance d'entreprise et les pratiques discriminatoires ne pouvaient plus se cacher dans l'ombre. Quant à Amara, sa vie prit un tournant inattendu mais exaltant. Son profil public explosa. Elle reçut des invitations pour des conférences sur les droits des consommateurs, l'éthique d'entreprise et la lutte contre la discrimination. On lui proposa d'écrire un livre, ou même d'animer un documentaire sur les luttes des droits civiques dans les entreprises modernes. D'abord hésitante, elle était chef de projet, pas militante. Elle sentit que la mémoire de son père et le feu qui brûlait en elle la poussaient à continuer. Elle accepta quelques invitations tout en gardant un équilibre avec son travail. À chaque intervention, elle insistait sur le pouvoir collectif des gens ordinaires, sur l'importance des alliés, journalistes comme Victoria, avocates comme Kayla, et les lanceurs d'alerte. Même si la tempête était passée, les répercussions de son combat avec Skylink la suivirent partout. Dans les aéroports, des femmes noires, des familles latino-américaines, même des alliés blancs la reconnaissaient et la remerciaient. Leur gratitude donnait un sens à tout le stress, à toute la peur. Son entreprise elle-même reconnut ses qualités de leadership et de défense des droits. Elle fut promue directrice de la responsabilité sociale d'entreprise. L'ironie était grande. Son combat contre Skylink l'avait armée pour devenir une actrice du changement de l'intérieur. Et voici, nous sommes à la fin de l'histoire. Que pensez-vous du choix d'Amara de ne pas se taire malgré les risques? Avez-vous déjà été témoin ou victime d'une injustice dans un cadre professionnel?
Que pensez-vous du rôle des lanceurs d'alerte dans ce genre de scandale? À votre avis, les entreprises devraient-elles être obligées de publier leur politique d'upgrade ou de remplacement? Si vous étiez dans la position d'Amara, auriez-vous accepté l'accord de silence, ou auriez-vous aussi porté l'affaire jusqu'au bout? Si cette histoire vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à soutenir des récits puissants sur la justice et le courage.